Imaginez protéger l'humanité des monstres toute votre vie, mais un jour, vous êtes trahi par ces humains ingrats, laids et sans valeur. Alors que vous mourrez, une déesse apparaît et vous réincarne en un enfant de 10 ans avec les pouvoirs les plus puissants et charme chaque fille qu'il voit comme il ne l'aurait jamais fait de votre vivant. Dans un passé lointain, à une époque où les dieux et la magie régnaient sur tout, nous rencontrons le seigneur démon, Leonus Magnus. Il reçoit des nouvelles inquiétantes, les autres seigneurs démons ont déjà été vaincus, et 6 héros puissants sont maintenant en route pour le défier. Son armée de soldats morts-vivants est engagée dans un combat acharné avec les forces humaines, quand soudain un arbre gigantesque commence à pousser. L'un des héros chevauche cette... Il renaîtra dans 1000 ans pour reprendre ce qui lui appartient. Plusieurs siècles plus tard, nous passons à une scène où 2 filles mignonnes explorent une ruine récemment découverte par un puissant tremblement de terre. Ils enquêtent pour voir s'il contient un nid de créatures du vide. Voici Célia, une apprentie épéiste, et sa domestique, Regina. En s'enfonçant plus profondément dans la ruine, Regina, dès qu'ils s'approchent d'une porte, leur appareil commence à s'activer, mais la porte est scellée magiquement. Célia examine les inscriptions sur la porte, mais a du mal à déchiffrer le texte. Regina, pensant que cela prendra un certain temps, décide d'explorer les environs seule. Alors que Célia continue d'enquêter, elle touche la porte et elle s'ouvre de manière inattendue. La pièce s'illumine, révélant un énorme cristal à l'intérieur. Et c'est la tâche de Leonus de le trouver. Leonus la supplie de rester avec lui, mais elle s'envole dans l'obscurité. Dans le présent, Célia essaie de briser le cristal, mais ses attaques ne servent à rien. Ce dérangement réveille Leonus, qui est perplexe quant à la façon dont elle est entrée dans une pièce qui devrait être scellée par une puissante magie. Il se demande si 1000 ans se sont vraiment écoulés et lance un sort qui lui permet de comprendre la langue de Célia. Pensant qu'elle est une sorte de pilleuse de tombes, il se prépare à la punir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le cristal éclate, envoyant une déflagration qui la renverse. Alors qu'il s'approche d'elle, Célia est stupéfaite de voir un jeune enfant épéiste à l'académie de l'épée sainte. Elle demande à Leonus son nom et il lui dit qu'il est Leonus Magnus. Elle trouve son prénom intriguant. Leonus s'attend à ce qu'elle le reconnaisse à partir des légendes sur son passé, mais au lieu de cela, elle pense simplement que c'est un prénom mignon et l'appelle affectueusement Léo. Curieuse de savoir comment il s'est retrouvé dans la ruine, elle suppose qu'il a pu être capturé et piégé par le vide. Léonis, confus, lui demande ce qu'est le Void. Surpris, Célia explique que le Void sont des créatures apparues il y a 64 ans et sont depuis la plus grande menace pour l'humanité. Proche, et soudain, un cristal commence à bouger. Rapidement, elle active son épée sacrée, se préparant à se battre. En même temps, Célia explique à Léo qu'il y a encore beaucoup qu'ils ne comprennent pas au sujet de ces créatures du vide. Léo, quant à lui, essaie de savoir quelle année nous sommes, mais avec le nouveau système de calendrier en place, Célia ne peut que lui dire que c'est la 64e année de cette nouvelle ère. Soudain, il y a une énorme explosion et Regina rapporte qu'une énorme créature du vide est apparue. Agissant à un ogre, surgit. Célia essaie de lui tirer dessus avec son arme, mais cela n'a aucun effet. Léo avance, déterminé à combattre la créature et à protéger Célia. Mais il trébuche sur son manteau, n'étant pas encore habitué à son nouveau corps qu'il fuit, Léo réfléchit à la façon dont tout semble aller de travers. Il envisage de retourner combattre le monstre, mais Léo est tenté de révéler son véritable pouvoir et de vaincre la créature lui-même. Au moment où il s'apprête à lancer un sort, Célia le pousse de côté, recevant un coup du monstre. Elle est projetée au sol, saignant, mais même là, elle s'inquiète pour la sécurité de Léo, lui disant de fuir et s'excusant de ne pas avoir pu le protéger. Une autre créature du vide apparaît et Léo se retrouve entouré. Alors que les monstres attaquent, Léo est soudainement protégé par une barrière magique. Il invoque son bâton et écrase rapidement l'une des créatures avec un puissant sort de gravité. Ensuite, il enchaîne avec une boule de feu, détruisant facilement les 2 autres monstres. Cependant, il est choqué de voir que les os du monstre restent, réalisant que ses pouvoirs ne sont qu'une fraction de ce qu'ils étaient lorsqu'il était dans sa véritable forme de seigneur démon. Bien que Léo ne s'intéresse pas habituellement aux humains, il est impressionné par le courage de Célia. Ressentant un certain respect, il décide de la sauver. Il utilise sa magie pour la ranimer et un symbole étrange apparaît sur son corps alors qu'elle revient à la vie. Regina parvient à terminer le monstre qu'elle combattait et tente rapidement de contacter Célia. Léo est stupéfait par la technologie avancée que les humains ont développée au fil des ans. Lorsque Célia se réveille, elle serre immédiatement Léo dans ses bras, soulagée qu'il soit en sécurité, ce qui le surprend. Il est confus que sa première préoccupation soit pour lui et non pour elle-même. Elle se demande comment elle est encore en vie et Léo dit avec désinvolture que ses blessures n'étaient pas si graves et qu'il a utilisé un sort de guérison sur elle. Célia est perplexe et demande s'il a utilisé un pouvoir d'épée sacrée.
Léo, incertain de ce qu'elle veut dire, écoute Celia expliquer que les épées sacrées sont un pouvoir spécial que les humains ont développé pour combattre les créatures de la Void. Lorsque la Void est apparue pour la première fois, certains enfants sont nés avec des capacités étranges, ce qui a conduit à la création de ces épées sacrées qui correspondent à la personnalité de la personne qui les manie. Elle ajoute qu'elle n'a pas encore reçu sa propre épée sacrée, alors elle se bat avec des dispositifs magiques à la place. Regina les rejoint, curieuse à propos des monstres qu'ils ont affrontés. Celia veut aussi savoir ce qui s'est passé, mais Léo dit simplement qu'il s'est caché et que les monstres ont semblé disparaître d'eux-mêmes. Ils finissent par sortir et décident de ramener Léo à la ville avec eux. Alors qu'ils marchent, Regina se présente, mais surprend Léo en train de la regarder et le taquine avec des surnoms. Celia dit à Regina d'arrêter d'être bizarre, mais elle continue à taquiner Léo qui est ennuyé qu'une fille se moque de quelqu'un d'aussi puissant que lui parce qu'il voit. Celia explique que cet endroit s'appelle le 7e jardin d'assaut, le dernier bastion de l'humanité contre les créatures du vide. Léo a du mal à croire qu'il est vraiment 1000 ans dans le futur. Ensuite, nous revenons 6 ans plus tôt lors d'une attaque terrifiante sur le 3e jardin d'assaut par une armée de créatures du vide. Les gens s'abritent dans un grand manoir où l'on voit une jeune Celia et Regina se tenir l'une l'autre par peur. Regina est effrayée par les bruits de la bataille à l'extérieur, mais Celia essaie de la réconforter en disant que ses parents et les autres chevaliers n'ont jamais perdu de combat auparavant. Alors que le bruit extérieur s'intensifie, Celia déclare qu'elle rejoindra la bataille dès qu'elle sera bénie avec une épée sacrée et qu'elle commencera son entraînement la semaine prochaine. Les bruits du combat deviennent encore plus intenses. Et alors que Celia essaie de se précipiter dehors pour aider sa famille, Regina la retient, l'exhortant à rester calme. Ils sont sauvés plus tard, mais apprennent que tous les chevaliers sacrés, y compris les parents de Celia, sont morts. Celia tombe à genoux et les deux filles pleurent à la perte. De retour au présent, Léo se demande si toute l'île est une forteresse géante. Regina lui dit que c'est aussi une ville où des gens vivent et doivent en défendre. Léo est fasciné d'apprendre que l'île est en réalité mobile. Celia contacte ses supérieurs pour les informer qu'ils amènent un jeune garçon qui a éveillé son épée sacrée en supposant qu'elle a été utilisée pour guérir ses blessures. Elle dit à Léo qu'il va maintenant rester avec eux à l'Académie Excalibur, où des personnes avec des épées sacrées sont formées pour devenir des guerriers compétents. Regina part faire des courses, tandis que Celia reste avec Léo et explique qu'il doit passer un portail d'examen avant d'entrer à l'Académie. Léo, maintenant seul, se dirige vers la salle de bain en se demandant comment tout a pu si mal tourner par rapport à ses plans initiaux et comment il s'est retrouvé piégé dans le corps d'un enfant. Il décide de convoquer ses anciens partisans, Blackas et Shari, de l'ombre. Ils sont surpris de le voir dans sa forme actuelle, Shari allant même jusqu'à dire qu'il a l'air mignon. Il explique que son rituel de réincarnation n'a pas fonctionné comme prévu et l'a ramené à son ancienne forme humaine d'époque où il était un héros. Léo leur dit qu'ils sont sur une île flottante artificielle appelée Assault Garden 7 et devine qu'il y a 6 autres îles similaires. Il note à quel point l'humanité a changé depuis le bon vieux temps quand ils étaient beaucoup plus faibles. Il ordonne à Blackas et Shari d'explorer secrètement l'île sans utiliser de magie pendant qu'il se fait passer pour un humain à l'académie. Dans la salle d'examen, Léo est confronté à des contrôles et des moniteurs qu'il ne comprend pas et apprend qu'il doit gérer soigneusement ses niveaux de mana. Soudain, une alarme retentit, mais il attrape rapidement sa carte d'identité et se dirige vers la sortie. Avant qu'il ne puisse partir, Celia attrape la carte pour en prendre une photo. Elle explique qu'elle a besoin de son ID pour organiser un test afin de déterminer la nature de son épée sacrée et décide de la garder pour l'instant. Alors que Léo et Celia se dirigent vers l'académie, Léo est surpris par le calme et la paix qui règnent. Celia explique que l'île n'a jamais été attaquée par les créatures du vide, c'est pourquoi les choses sont si calmes. En traversant l'académie, Léo se demande pourquoi ils ont des salles de danse au lieu de se concentrer uniquement sur l'entraînement militaire. Celia lui dit que faire des activités amusantes comme la danse aide en fait les étudiants à mieux réussir leur formation. Puis, elle lui montre le terrain d'entraînement où il devra passer un test pour découvrir s'il possède une épée sacrée, qu'ils appellent l'examen de l'épée. Mais alors qu'il passe devant les dortoirs, Celia a soudainement mal à la tête et dit qu'elle doit recommencer à s'entraîner pour obtenir sa propre épée sacrée. Juste à ce moment-là, un garçon nommé Musel et son groupe leur barrent le chemin. Musel commence à taquiner Celia et à se moquer de Léo, le traitant comme s'il n'était qu'un petit garçon. Les filles avec Musel semblent être sous une sorte de contrôle à cause de son épée sacrée. Musel dit avec arrogance à Celia qu'elle devrait rejoindre son groupe de filles, mais elle refuse. Il se met en colère et la saisit par les cheveux. Léo se met vraiment en colère et utilise un sort pour faire tomber Musel à genoux devant lui. Léo l'avertit de laisser Celia tranquille, ce qui pousse Musel à sortir sa propre arme sacrée, prêt à se battre. Mais avant qu'il ne puisse commencer, une fille nommée Elphine intervient et menace de dénoncer Musel aux autorités scolaires. Musel recule à contre-cœur et nous apprenons qu'Elphine est dans le même peloton que Celia. Celia présente Léo à Elphine qui explique qu'elle n'a pas pu rejoindre leur dernière mission car elle était occupée à vérifier un étrange signal magique qu'ils ont détecté sur l'île.
Elle dit qu'une équipe spéciale va enquêter plus en détail. Ils vont ensuite au dortoir des dangers, qui est un vieux bâtiment délabré où vit l'équipe de Celia. Les dortoirs sont attribués en fonction de vos résultats, donc plus vous performez bien, plus le dortoir que vous obtenez est agréable. Celia emmène Léo à l'étage et il demande si c'est correct pour lui de rester dans un dortoir de filles. Celia rit et dit que c'est bon puisqu'il ressemble à un petit garçon. Elle lui montre la salle de bain pour qu'il puisse prendre une douche. Léo est étonné par l'eau chaude car il n'est pas habitué à de tels conforts. Pendant qu'il est sous la douche, Celia entre soudainement et commence à l'aider à se laver. Elle lui dit qu'il peut rejoindre l'équipe qu'il veut, mais admet qu'elle aimerait vraiment qu'il rejoigne la sienne. Léo demande pourquoi elle est si impatiente de se battre, même si elle n'a pas d'épée sacrée. Avant qu'elle puisse répondre, Celia s'évanouit soudainement. Léo utilise rapidement une marque spéciale sur son corps pour la ramener à la vie et elle finit par boire du sang de son cou pour retrouver ses forces. Celia est choquée et confuse par ce qu'elle a fait et Léo explique qu'elle n'a pas simplement été guérie, elle était vraiment morte. Ensuite, nous revenons 2 ans en arrière lorsque Celia avait des difficultés lors d'une séance d'entraînement avec des robots de combat. Musel arrive, essayant de la convaincre de rejoindre son équipe au lieu de continuer à se battre. Mais Regina arrive et le fait fuir, disant à Celia qu'une fois qu'elle aura son épée sacrée, elle pourra gérer des types comme Musel facilement. Celia dit à Regina que ses raisons de vouloir une épée sacrée ne concernent pas seulement le pouvoir. De retour dans le présent, Celia se réveille et Léo lui dit enfin la vérité. Il est en fait un ancien sorcier qui a été ramené à la vie. Il explique qu'il a utilisé un sort puissant pour la faire revivre. Mais en faisant cela, il l'a accidentellement transformée en vampire mort-vivant. C'est pourquoi elle a bu son sang pour restaurer sa mana ou énergie magique. Celia raconte ensuite à Léo comment les créatures du vide ont attaqué sa ville natale, laissant elle et Regina orphelines. L'Académie les a accueillis et elle a entrepris des missions dangereuses depuis, espérant éveiller sa propre épée sacrée. Elle demande à Léo s'il est encore possible pour elle d'obtenir une épée sacrée maintenant qu'elle est devenue vampire. Léo n'est pas sûr, mais il lui dit qu'elle est certainement plus forte maintenant qu'avant. Soudainement, le ventre de Léo gargouille bruyamment et il se sent gêné car il n'est plus habitué à ressentir la faim. À la cafétéria, Léo essaie d'acheter de la nourriture avec une pièce en or, pensant qu'elle vaut beaucoup. Mais il est choqué de découvrir que l'île n'accepte que les crédits et que l'or n'a plus de valeur. Il réalise que tout l'argent qu'il avait économisé dans le passé ne vaut plus rien. À proximité, des voyous embêtent une fille, lui demandant de les rembourser. Quand elle demande plus de temps, ils deviennent insistants, mais elle les effraie avec juste une épée en bois. Cette fille, Sakuya, fait également partie de l'équipe de Celia. Elle s'excuse d'avoir manqué la mission d'exploration, disant qu'elle était partie jouer après ses cours. Sakuya est déjà au courant de Léo grâce à Elphine, et Léo remarque qu'elle est vraiment douée avec une épée. Celia achète le déjeuner pour tout le monde, et Léo demande à Sakuya des détails sur ses vêtements inhabituels. Elle dit qu'ils viennent de sa patrie, qui a été détruite par le néant, et promet de détruire toutes les créatures du néant. Il s'avère aussi qu'elle aime jouer et 2 filles viennent demander l'argent qu'elle leur doit. Mais elle essaie d'éviter la question. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, une femme nommée Alto est responsable du test de l'épée sacrée de Léo. Léo sort son bâton et dit que c'est juste une arme de soutien. Mais tout le monde est étonné quand il détruit facilement 3 robots conçus pour simuler des créatures du vide. Alto est surpris et dit qu'ils doivent faire plus de tests. Puis Musel arrive et suggère que Léo pourrait prouver sa force en le combattant à la place. Ils conviennent d'un duel, mais quand Celia voit que toute l'équipe de Musel va se battre, elle insiste pour aider Léo. Musel accepte, mais seulement si Celia accepte de rejoindre son équipe s'ils perdent. Léo accepte le défi, pariant que s'il gagne, Musel devra laisser Celia tranquille pour toujours. Le combat commence sous la surveillance d'Alto, et Celia bat rapidement plusieurs membres de l'équipe de Musel. Pendant que Celia se bat, une autre fille du groupe de Musel essaie d'attaquer Léo, mais il l'arrête avec un sort d'ombre. Regina, qui a dormi trop longtemps, se précipite vers le terrain d'entraînement et est choquée de voir la bataille en cours. Celia continue de battre l'équipe de Musel, mais lorsqu'elle affronte Musel, il utilise son épée sacrée pour la lier et éloigner son arme. Musel s'en prend ensuite à Léo, et juste au moment où il semble que Léo devra se battre seul, le désir de Celia de le protéger fait s'éveiller son épée sacrée. Elle se libère du sort de Musel et se précipite vers lui, coupant son épée sacrée en 2. Avec son épée détruite, Musel perd le contrôle de son équipe et les filles reviennent à elle. Musel admet sa défaite et Regina se précipite pour embrasser Celia, tandis que tout le monde applaudit. De retour au dortoir, Celia remercie Léo pour son aide et promet de le protéger en tant qu'allié. Mais elle lui demande aussi de l'aider à devenir plus forte. Ce soir-là, l'équipe organise une fête pour célébrer la victoire de Celia et pour accueillir Léo dans leur groupe. Ils se disputent pour savoir dans quelle chambre Léo doit rester, et il choisit de rester avec Celia puisqu'elle est celle qu'il a trouvée en premier.
Plus tard, Léo est dans la chambre d'Elphine en train de s'inscrire au réseau de l'académie. Elle lui dit qu'elle était combattante dans son ancienne équipe, mais maintenant, elle travaille comme analyste de données car elle a perdu ses pouvoirs après avoir vu ses amis mourir dans un combat contre le vide. Léo s'inscrit et emprunte la tablette d'Elphine pour consulter une carte du monde. Il se souvient de comment les choses étaient et remarque que les créatures du vide semblent apparaître dans des endroits où de grandes batailles ont eu lieu il y a longtemps. Tout à coup, Blackas apparaît de l'ombre de Léo et lui dit que toute la ville fonctionne grâce à un cristal de mana géant appelé la centrale électrique. Puis Shari arrive, disant à Léo que lui et la guerre qu'il a menée ont été complètement oubliés par les gens, ce que Léo trouve étrange. Pendant ce temps, des plongeurs cherchent tout l'eau autour de l'île des signes d'une épidémie de vide. Ils sont soudainement attaqués par une créature semblable à un arbre qui appelle le nom de Léo. Nous retournons à l'année 432 dans le calendrier Saint-Dieu, où nous voyons un jeune Léo, connu comme le héros de l'épée sacrée, voyager pour vaincre quelques gargouilles qui effraient les gens. Son guide lui dit qu'il est vraiment un bon gars pour aider à s'occuper de ces monstres, pendant que les 6 autres héros sont occupés à protéger la ville impériale. Mais quand ils arrivent là où les monstres sont censés être, Léo réalise que tout cela était un piège. Un groupe de soldats apparaît soudainement, l'entoure et l'enchaîne, il le poignarde dans la poitrine avec des lances, prévoyant de le laisser mourir, disant qu'il ne sera plus un problème pour leur maître. Alors que Léo est là, mourant, la déesse des ténèbres, Roselia, lui apparaît. Elle lui demande s'il est les gens qui l'ont trahi, mais Léo dit qu'il ne pense pas qu'il soit vraiment mauvais. Roselia essaie alors de le convaincre de rejoindre son camp, disant qu'elle a toujours été intéressée par lui et qu'elle veut qu'il se batte contre le monde avec elle. Elle dit qu'elle l'aime bien et qu'elle veut qu'il soit avec elle. Soudain, Léo se réveille de ce rêve étrange. Il se souvient de sa mission pour reconstruire son armée de démons, il utilise une marque magique spéciale pour réveiller Célia de son sommeil et lui dit qu'il peut contrôler ses partisans avec cette marque. Célia s'inquiète et demande si Léo pourrait la faire faire quelque chose de mal, mais il la rassure en lui disant qu'il ne ferait pas cela. Il lui rappelle aussi que même si elle a soif de sang la nuit, elle devrait au moins demander avant de le mordre. Célia reçoit un appel d'Elphine qui lui dit qu'il y a eu une grande réunion stratégique plus tôt pendant leur jour de congé. Elle promet de tenir Célia informée lorsqu'elle en saura plus. Célia alors... Elle et Léo plaisantent en disant qu'elle semble pleine d'énergie après avoir bu son sang. Au centre de commandement, un groupe de dirigeants et le directeur par intérim, Castoros, discutent de la perte de contact avec leur équipe marine. Ils mentionnent qu'ils ont détecté une activité du vide pendant seulement 3 secondes avant que tout ne devienne silencieux, ce qui est vraiment bizarre pour une attaque du vide. Ils regardent quelques photos floues d'une créature étrange et se demandent si c'est un nouveau type de vide qui ressemble à un arbre ou peut-être un puissant seigneur du vide. Ils parlent de la façon dont cela ressemble à une grande attaque d'il y a 6 ans et à quel point ils se sont améliorés pour se défendre depuis. Alors qu'ils discutent de la façon de gérer cela, Castoros reçoit un appel du véritable commandant qui leur ordonne de vérifier à nouveau la situation. Gillion, le commandant de division, dit qu'il rassemblera une équipe de soldats d'élite pour enquêter et promet que rien de mauvais n'arrivera à l'île. Pendant ce temps, de retour sur le terrain d'entraînement, Célia devient plus forte et élimine rapidement des robots d'entraînement. Léo décide de rendre les choses plus difficiles pour elle en installant une barrière magique autour de la zone et en invoquant une bande de squelettes de bas niveau pour qu'elle les combatte. Après les avoir tous affrontés, Célia est épuisée. Elle propose d'acheter un repas à Léo pour le remercier de l'entraînement. Mais Léo n'est pas sûr de manger à nouveau sa nourriture, même si son estomac gargouille bruyamment. Dans une autre partie de l'île, un deuxième groupe cherche sous l'eau le Seigneur du Vide. Au dortoir, Sakuya voit Black assis dehors et le trouve mignon, alors elle attache de la nourriture autour de son cou pour plus tard. Regina entre dans la chambre d'Elphine avec de nouveaux bonbons à essayer. Sakuya entre aussi, parlant du chien qu'elle a trouvé dehors. Regina demande pourquoi Elphine porte son uniforme. Et Elphane explique qu'elle est de service avec l'escouade de reconnaissance. Célia et Léo se promènent en voiture dans la ville et Léo est émerveillé par toutes les choses que les humains ont construites. Nous voyons Chéri travailler dans une cuisine pour gagner de l'argent pour Léo. Elle coupe des pommes de terre mais finit par couper aussi le bol. Le chef lui dit d'aller balayer à l'extérieur comme punition. Juste au moment où elle est sur le point de commencer, elle voit Célia et Léo arriver et se cache derrière la porte. Célia achète des beignets pour quelqu'un et Chéri se demande où ils vont alors qu'ils partent. Ils arrivent à un endroit appelé le Sunny Spot, qui est un restaurant, et un groupe d'enfants court pour saluer Célia. Il se trouve que ces enfants sont orphelins et vivent au restaurant, et parfois Célia les aide à s'occuper d'eux. Léo se souvient qu'il était orphelin aussi, mais sa vie était très différente. À l'intérieur, un enfant nommé Dean fait une farce à Célia en soulevant sa jupe. Et Léo essaie de l'attraper. Mais Célia lui dit de se détendre, ils sont rejoints par la propriétaire du restaurant, Miss Frenia, et Célia présente Léo à elle. Célia dit qu'elle a apporté des beignets et des légumes pour eux et qu'elle préparera le dîner ce soir. Léo se rend compte que c'est l'endroit que Célia veut protéger et il se demande s'il lui reste quelque chose dans sa vie qu'il souhaite protéger. De retour à la salle de contrôle, Elphine capte d'étranges vibrations sur le radar provenant de sous la ville.
et Sakuya dit qu'elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Dans la zone de stockage de la ville, les travailleurs vérifient les provisions alimentaires et sont choqués de voir que des racines d'arbres ont commencé à pousser dans la pièce. Ensuite, nous revenons à l'année 428 du calendrier du Saint-Dieu, où une ville est attaquée par des monstres. Sur les murs de la ville, 3 héros, dont un Léo de 12 ans, regardent les monstres approcher. Téris, l'un des héros, dit qu'ils ne peuvent pas attendre l'arrivée des autres héros, et le plus âgé, Arakael, décide de détruire tous les monstres et les habitants de la ville aussi. Il lance un sort qui brûlera tout ce qui est vivant et dit à Téris de ramener les gens à la vie après. Mais Léo n'aime pas ce plan. Il sort son épée et tranche le sort d'Arakael, disant qu'il n'est pas d'accord avec tuer et ressusciter tout le monde. Léo saute du mur et combat les monstres seul, les battant tous. Les gens l'acclament, mais Arakael avertit que le pouvoir de Léo pourrait mener à sa chute un jour. De retour dans le présent dans la salle de contrôle, ils reçoivent la nouvelle que la créature sous-marine a disparu. Castoros pense que ça doit être une créature du vide si elle peut disparaître comme ça, mais Gillion suggère qu'elle pourrait s'être transformée en cristal et dit qu'ils doivent la détruire avant qu'elle ne revienne. On leur dit qu'une femme épéiste sacrée du 18e peloton veut partager quelques découvertes avec eux. Au début, le conseiller militaire ne se soucie pas de ce qu'un étudiant a à dire, mais lorsqu'ils entendent qu'elle est de la famille Philite, ils changent d'avis. Elphine apparaît à l'écran et explique qu'un vide s'est infiltré dans les parties souterraines de l'île et perturbe le réseau. Tout le monde est choqué, et le personnel de la salle de contrôle confirme que des bruits étranges ont été signalés du bloc 59, et que le vide semble se déplacer. Elphine pense que le vide essaie peut-être de s'enfoncer plus profondément dans la ville en se déplaçant discrètement. Certaines personnes soutiennent qu'une créature du vide ne pourrait pas être aussi intelligente, mais ensuite, un autre rapport arrive du département de stockage, indiquant qu'il y a de grosses racines qui poussent dans l'un des entrepôts. Regina essaie d'appeler Celia, mais elle n'arrive pas à la joindre. Elphine décide d'envoyer un drone au Sunny Spot où Celia et Léo passent du temps avec les enfants. Pendant ce temps, des soldats trouvent une créature du vide dans une salle de stockage, mais elle s'échappe, laissant tout le monde perplexe. Elphine les informe rapidement que le vide se dirige vers la centrale électrique le long des lignes électriques. S'il atteint la centrale, il pourrait absorber beaucoup d'énergie et provoquer une énorme ruée de monstres. Le vide arrive à la centrale et commence à lutter contre les systèmes de sécurité. Au même moment, Castoros, le directeur par intérim, ordonne à l'île de passer en mode forteresse et dit à tout le monde de se réfugier dans les abris. Finalement, le vide atteint le cristal de mana à l'intérieur de l'usine, ce qui provoque une ruée et des monstres commencent à tomber du ciel. Dans la salle de contrôle, les dirigeants se préparent pour un long combat, sachant qu'ils doivent tenir au moins 3 jours jusqu'à ce que les renforts arrivent de la capitale. Léo et Celia comprennent rapidement ce qui se passe et passent à l'action. Léo demande à Sherry de garder l'ami de Celia en sécurité et d'aider à mettre les enfants à l'abri. Alors que des monstres volants approchent, Léo rejoint Celia qui est déjà en train de se préparer à se battre. Celia tranche rapidement 2 des monstres tandis que Léo brûle le reste avec de la magie de feu. Soudain, 3 grands vides de classe ogre apparaissent près de l'endroit où le reste de leur équipe est stationné. Sakuya les élimine un par un et Regina utilise son canon pour s'occuper des autres. Ils parviennent à éliminer tous les monstres à proximité, mais deviennent nerveux lorsqu'un immense hydre de classe Void apparaît suivi d'un dragon de classe Void descendant du ciel. Léo regarde le dragon et rit, disant comment même les grands dragons se sont transformés en créatures Void. Il décide d'affronter le dragon lui-même et dit à Celia de le protéger pendant qu'il prépare un sort puissant. Léo utilise un sort de niveau 10 pour exploser le dragon, mais il ne meurt pas et s'écrase près d'eux. En atterrissant, le dragon crache du feu, projetant Celia au loin. Blackass sort de l'ombre pour aider, donnant à Léo assez de temps pour lancer un autre sort. Blacka parvient à retenir le dragon juste assez longtemps pour que Léo termine son sort et le vainque finalement. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, le sol commence à trembler et une grande fissure s'ouvre. De grosses branches jaillissent, attrapant Celia et l'entraînant sous terre. Léo court vers la fissure, mais d'autres branches lui barrent le chemin. Les branches se tordent et forment une créature qui appelle Léo par son nom, et Léo réalise que c'est Arakal, un vieil ennemi de son passé. Nous revenons à l'année 434 du calendrier du Saint-Dieu, dans la ville des morts-vivants de Necrosa. Léo revient à son château après une bataille, et Roselia, la déesse des ténèbres, l'attend. Il est évident que Léo se transforme en mort-vivant avec la moitié de son visage ressemblant à un squelette. Il dit à Roselia qu'il a gagné un grand combat contre un ennemi puissant et lui propose les trésors qu'il a pris. Elle lui dit de les garder pour l'instant. Roselia le félicite et Léo mentionne qu'il a un nouvel ami nommé Blackass, un prince du royaume de l'ombre. Ils s'entraident à cause de problèmes dans le royaume de Blackass et en retour, Léo a appris quelques sorts de lui. Roselia décide de faire un cadeau spécial à Léo, l'épée sacrée qu'il possédait quand il était un héros. Elle dit qu'elle ne lui convient plus et la transforme en épée démoniaque.
Elle lui remet l'objet, mentionnant qu'il y a des règles spéciales pour l'utiliser, ce que Léo sait déjà. De retour au présent, Léo et Arakal se font face. Arakal tente de convoquer d'autres créatures du vide, mais Léo l'arrête avec sa magie de feu, forçant Arakal à se retirer sous terre. Léo vérifie sa marque spéciale et voit que Célia est toujours en vie, car la marque ne s'est pas estompée. Il jure qu'il vaincra Arakal pour de bon cette fois. Blackass apparaît de l'ombre, et il parle de comment Arakal est toujours vivant. Il se demande si Roselia pourrait être encore là aussi. Léo lance un sort pour envoyer quelques-uns de ses soldats garder les enfants pendant qu'il va sauver Célia. Blackass entend un léger bruit à proximité et trouve le dispositif de communication de Célia par terre. Elphine appelle Célia, lui demandant de les aider à combattre le vide de classe Hydre parce qu'ils ont besoin de plus de puissance. Léo répond en expliquant que Célia a été capturée par les vides et demande à Elphine d'utiliser la capacité de pistage de son épée sacrée pour la retrouver afin qu'il puisse la sauver. Elphine le prévient que c'est dangereux et lui suggère d'attendre que plus d'aide arrive, mais Léo insiste qu'ils n'ont pas le temps. Voyant la destruction que Léo a déjà causée, Elphine décide de lui faire confiance. Elle utilise son épée pour localiser Célia et découvre qu'elle est à la centrale électrique. Léo et Blackass partent immédiatement pour la sauver. Pendant ce temps, Elphine évite de justesse une attaque de l'hydre et Thierry intervient pour aider, vainquant l'hydre sans se révéler. Tout le monde se demande ce qui vient de se passer. Léo monte Blackass jusqu'à la centrale électrique et Blackass demande pourquoi il est si déterminé à aider les humains. Léo admet qu'il a appris à se soucier d'eux. Il pénètre dans l'usine et Léo attaque Arakal avec des sorts de feu, mais Arakal n'est pas affecté grâce à sa capacité à guérir rapidement. Arakal dit à Léo qu'il aurait dû mourir il y a 2000 ans, mais Léo répond qu'il n'était pas vraiment mort, juste cachant son âme. Arakal parle de la façon dont le monde a changé et comment il va être reconstruit, mais Léo ne comprend pas ce qu'il dit. Des visages apparaissent sur les branches, et Léo réalise qu'Arakal s'est fusionné avec les prêtres de l'ordre sacré. Profondément sous terre, Célia est attachée par les branches. Alors qu'il l'attaque, elle réalise que son mana est drainé trop vite, soupçonnant qu'Arakal en est la cause. Les choses empirent alors que tous les visages fusionnés commencent à attaquer ensemble. Léo comprend que la seule manière de gagner est de trouver Célia et de la réveiller. Il enduit l'écouteur de son sang et commence à chercher Célia. Le désir de Célia de protéger tout le monde fait jaillir des pointes de son sang, brisant certaines des branches qui la retiennent. Léo découvre où elle se trouve et tire l'écouteur vers elle. Cela la transperce, éveillant ses pouvoirs de vampire. Elle se libère et retrouve Léo tandis que Blackass disparaît pour se rétablir. Célia demande à Léo ce qu'il a fait et il lui dit qu'il lui a donné un peu de son sang. Ils se préparent à affronter Arakal, qui commence à lancer plusieurs sorts de niveau 10 qui pourraient causer des dégâts massifs. Léo demande à Célia de le défendre pendant qu'il part à la poursuite d'Arakal. Célia repousse les monstres avec sa magie du sang pendant que Léo sort son épée démoniaque. L'épée d'un Slave ne peut être utilisée que pour défendre le royaume de Léo. Alors, Léo déclare que le 7e jardin d'assaut est son royaume, faisant de tous ceux qui s'y trouvent ses sujets et jurant de les protéger. Blacka est surpris que l'épée soit d'accord avec Léo. Arakal dit qu'il est impossible de changer le destin du monde, mais Léo est déterminé à lui prouver le contraire. Il attaque Arakal avec un puissant coup d'épée, le vainquant. Avec Arakal parti, les créatures du vide cessent de venir et celles qui restent commencent à disparaître. Dans la salle de contrôle, tout le monde est choqué qu'ils aient pu arrêter la bousculade. Ils supposent que le Seigneur du Vide a peut-être été détruit dans l'explosion de la centrale électrique. Pendant ce temps, Léo et Célia atterrissent en toute sécurité et sont accueillis par leur équipe, qui est heureuse que tout le monde soit sain et sauf. De retour à la porte, Léo est allongé sur son lit lorsque Célia entre avec une assiette de sandwich et une médaille faite par les enfants du Sunny Spot. Elle demande nerveusement si elle peut avoir un peu de son sang et Léo lui offre son doigt. Juste au moment où Célia se penche, quelques-uns de leurs amis entrent dans la pièce, les surprenant dans un moment gênant. Célia essaie d'expliquer ce qui se passe, mais personne ne croit vraiment à son histoire. Après la grande attaque du 7e jardin d'assaut, la ville est en cours de réparation. Depuis que la centrale électrique a été endommagée, ils ont basculé l'approvisionnement en mana de la ville pour fonctionner sur des panneaux solaires qui transforment la lumière du soleil en énergie. Léo est curieux de la Terre qu'il appelle maintenant son royaume, alors il essaie de s'introduire furtivement dans un coffre où sont gardés des secrets anciens. Mais quand il arrive, un esprit gardant la porte l'arrête, disant qu'il a besoin de la permission de l'administration pour entrer. Juste à ce moment-là, Regina apparaît derrière lui et commence à le taquiner sur ce qu'il fait là. Léo ment rapidement, disant qu'il est juste là pour étudier quelques vieilles langues afin qu'il puisse lire les écrits sur les murs des ruines où il a été trouvé. Regina utilise de la magie pour déverrouiller la porte du coffre et les laisse entrer tous les deux. À l'intérieur du coffre, Léo est étonné et demande comment Regina a réussi à l'ouvrir aussi facilement. Elle hausse les épaules et appelle ça un tour de magie, lui disant de garder le secret. Soudain, ils reçoivent tous les deux un message de l'administration, les invitant, ainsi que toute leur équipe, à une cérémonie spéciale organisée par la princesse Ultiria sur un bateau de luxe appelé le SS Hyperion. Léo suggère à Regina d'aller d'abord au port
et qu'il la rejoindra après avoir fini d'explorer le coffre. Mais Regina décide qu'elle ne veut pas aller à la cérémonie de toute façon. Dans une autre partie de la ville, un groupe de demi-humains dirigé par un lion noir nommé Bastia prévoit de perturber la cérémonie et d'enlever la princesse. Ils veulent l'utiliser pour négocier la libération de leurs amis emprisonnés dans la capitale. Mais leur plan est interrompu par Charnak, la sorcière de la forêt sombre éternelle, qui leur suggère de modifier leur plan. Elle leur propose des épées démoniaques qui leur donneraient une chance de combattre les saints épéistes et suggère de prendre le contrôle du navire et de garder la princesse en otage à la place. Elle leur demande également d'épargner quelques saints épéistes pour un rituel et le groupe accepte. De retour au port, la princesse fait signe à la foule depuis le navire et Regina la regarde de loin. Léo retrouve le reste de l'équipe et offre à Célia un petit porte-clés qu'il a acheté pour elle. Et elle le remercie avec un sourire. Tandis qu'il se dirige vers le navire, il rencontre Fenris, un ami d'enfance de Célia. Il commence à la taquiner en traitant son équipe de paresseuses et tous deux commencent à se disputer. Elphine intervient pour arrêter la dispute, et avant de partir, Fenris félicite Célia d'avoir éveillé son épée sacrée. Pendant ce temps, les demi-humains montent discrètement à bord du bateau du côté tourné vers la mer, où la sécurité sera la plus faible. Ils se déguisent en soldats après avoir éliminé les vrais. Sur le pont, l'équipe s'amuse pendant que Léo est de côté, lisant des documents anciens qu'il a trouvés dans le coffre. En lisant, il réalise que certaines parties de l'histoire ont été intentionnellement effacées. Shari apparaît et partage toutes les informations qu'elle a recueillies sur le navire. Léo la remercie et lui donne un churro en récompense, mais Shari ne semble pas trop enthousiaste. Célia arrive et convainc Léo de la rejoindre pour une leçon de natation dans la piscine du bateau. Mais une fois qu'il commence, Léo le regrette parce qu'il a du mal à se concentrer avec Célia en maillot de bain. Pendant ce temps, la princesse est en route pour faire un discours avec quelques gardes lorsqu'ils sont attaqués par les demi-humains déguisés qui la capturent. Son animal de compagnie parvient à s'échapper et s'enfuit. Les demi-humains prennent le contrôle du pont et révèchent leurs épées démoniaques. Alors que Fenris est sur le point de riposter, il menace de faire du mal aux passagers, forçant tout le monde à se calmer. Un vieil elfe parmi les demi-humains utilise une bombe magique en forme de pomme pour garder tout le monde sous contrôle et confisque leurs armes. Ils annoncent qu'ils détournent le navire pour conclure un accord avec le gouvernement. Un des conseillers militaires, Baldur, remet en question leur motivation. Un homme bête se met en colère à cause des provocations de Fenris et révèle accidentellement qu'ils ont obtenu leur nouveau pouvoir d'une déesse. Léo dit discrètement à Célia qu'ils doivent se séparer. Il utilise sa magie de l'ombre pour s'éclipser et chercher la princesse. Dans la salle de contrôle, la princesse, maintenant otage de Charnak, est forcée de démarrer les moteurs du vaisseau avec ses pouvoirs élémentaires en échange de la sécurité des passagers. Bastia lui ordonne de mettre le cap sur la capitale, mais elle remarque un dangereux nid de vide devant. Il s'avère que le véritable plan de Charnak est de sacrifier les saints épéistes qui ont été contaminés par la magie du vide. Lorsque Bastia essaie de l'arrêter, des flammes jaillissent de sa propre épée démoniaque, et Charnak avertit tout le monde de la suivre ou de faire face au même sort. Regina arrive au port et est surprise de voir le navire en train de partir. L'animal de compagnie de la princesse la trouve et demande de l'aide. Regina saute rapidement sur le navire et trouve Léo dans l'un des couloirs. Il est révélé que la princesse est en fait la sœur cadette de Regina. Elle demande de l'aide à Léo et nous en apprenons plus sur le passé de Regina. Elle est née comme la 4e fille du roi, mais elle devait être exécutée car elle est née pendant un mauvais présage. Le duc Crystalia l'a sauvée en plaidant auprès du roi, et elle a été élevée en secret comme servante dans la maison de Célia. Regina révèle sa véritable identité à Léo, et lui dit qu'elle est venue au port pour voir sa sœur, mais a fini par rencontrer son animal de compagnie à la place. Léo explique que la princesse a été capturée par des demi-humains qui ont pris le contrôle du navire, et ils décident de la sauver ensemble. Pendant ce temps, Elphine dit à Célia de créer une distraction pour qu'elle puisse utiliser un drone caché pour brouiller le signal du détonateur de bombe. Célia se pique le doigt avec une fourchette et utilise ses pouvoirs de vampire pour créer une scène. Léo et Regina se dirigent vers la salle de contrôle, mais la trouvent vide avec le pilote automatique du navire verrouillé. Léo suggère à Regina d'utiliser ses pouvoirs royaux pour appeler la princesse, mais Regina hésite à révéler qui elle est vraiment. Léo insiste sur le fait que sauver la princesse est plus important. Regina utilise son animal de compagnie pour communiquer avec la princesse sans révéler son identité. La princesse partage sa position et donne à Regina un code pour empêcher le navire de s'écraser dans le nid du vide. Léo dit à Regina de s'occuper de l'arrêt du vaisseau pendant qu'il va secourir la princesse. Dans la salle où les otages sont retenus, Célia et les autres filles parviennent à se libérer et commencent à se battre contre les pirates. Elphine utilise son drone pour brouiller le signal de la bombe et Célia utilise sa magie du sang pour détruire le détonateur. Elle vainc les pirates et libère les otages, mais elles sont choquées de voir que le navire se dirige droit vers une zone dangereuse remplie de créatures du vide. Alors que des vides de classe Triton commencent à monter à bord, les filles se préparent pour un autre combat. La bataille commence.
et ils combattent les monstres tout en aidant à mettre les civils en sécurité. Léo contacte Celia et lui dit d'aller aider Regina dans la salle de contrôle en utilisant la clé qu'il lui a donnée. Il dit qu'il s'occupera des créatures du vide et remarque que la princesse est emmenée dans un petit avion. Celia arrive à la salle de contrôle juste à temps pour sauver Regina, qui est entourée de monstres du néant. Pendant ce temps, les autres filles affrontent un mangeur de cerveau, un néant beaucoup plus puissant que les créatures sirènes. Sakuya décide de l'affronter seule, tandis que le reste de l'équipe aide les civils à s'échapper. Nous voyons Sakuya déployer son épée démoniaque, prête à combattre le mangeur de cerveau et à protéger tout le monde sur le navire. Après avoir atteint le cœur du navire, Regina entre les codes de contrôle en utilisant Star Calamity. Elle ressent un soulagement en sachant que sa sœur, la princesse, pense encore à elle de cette manière spéciale. Alors qu'elle fait demi-tour au navire, Léo utilise sa magie de l'ombre pour attraper l'avion en fuite juste au moment où il s'apprête à décoller. Il lance un sort de boule de feu pour détruire les créatures du vide qui l'entourent, se vantant de défendre les ennemis de son royaume en tant que seigneur démon. Non loin de là, Fenris et Elfin sont entourés par une horde de monstres du vide lorsque soudainement Chéri apparaît de nulle part et les sauve en un éclair sans attirer l'attention, laissant tout le monde perplexe. Sakuya, l'air épuisé, se repose dans une autre pièce après avoir vaincu le mangeur de cerveau. Face à Charnak, Léon révèle qu'il est le seigneur démon. Charnak ne le croit pas au début, mais Léon bloque facilement ses sorts et la piège avec sa magie. Léo l'interroge, et Charnak admet que son objectif est de livrer des épées démoniaques qui sont créées en corrompant des épéistes sacrés à sa déesse. Quand Léo exige de connaître le nom de la déesse, Charnak est sur le point de le révéler, quand soudain elle est transpercée par Zolstar, une lame légendaire connue pour avoir tué des seigneurs démons. Il s'avère que l'épée s'est transformée en un seigneur du vide à notre époque. Léo lance un puissant sort de feu de niveau 8 dessus, mais la lame absorbe la magie. L'épée se téléporte partout, attaquant Léo, et il a du mal à suivre. Regina, observant depuis les caméras du vaisseau, active rapidement les armes du vaisseau, qui commencent à tirer sur le Seigneur du Vide et les ennemis environnants. Regina lance ensuite un missile sur le Seigneur du Vide, parvenant à causer des dégâts. Un autre missile est lancé, mais il s'ouvre en plein vol, révélant Celia à l'intérieur. Elle saute pour rejoindre le combat aux côtés de Léo. Léo demande à Celia de s'occuper des petites créatures du vide pendant qu'il se prépare à libérer son épée démoniaque. Utilisant une technique secrète d'épée, Léo frappe le Seigneur du Vide d'un seul coup, créant une énorme explosion d'énergie sur le navire qui détruit la lame légendaire. Plus tard, de retour au port, la princesse remercie l'équipe pour son courage et son travail acharné. Elle remarque que Léo manque à l'appel et demande où il se trouve. Les autres lui disent qu'il n'a pas pu venir parce qu'il ne se sent pas bien. Quand elle se renseigne sur le mystérieux médium qui a aidé pendant l'attaque, ils disent que c'était quelqu'un envoyant les meilleurs vœux de Regina, ce qui fait sourire la princesse. Léo, se sentant complètement épuisé et douloureux partout, se repose. Regina vient lui rendre visite, apportant de la nourriture pour montrer sa gratitude de l'avoir réunie avec sa sœur, et elle lui donne un rapide baiser sur la joue. Ailleurs, un groupe de soldats poursuit les demi-humains qui se cachent dans les tunnels souterrains. Les soldats les rattrapent et disent qu'ils sont en état d'arrestation. Mais soudainement, les soldats se transforment en pierre. Une figure mystérieuse apparaît, lançant un sort qui force les soldats à s'agenouiller. Il se présente comme le seigneur démon et dit aux demi-humains que les soldats reviendront à la normale bientôt. Il leur promet un refuge sûr s'ils lui jurent loyauté. Les demi-humains, ne voyant pas d'autre option, acceptent de le rejoindre. Il les appelle les loups du diable et crée un labyrinthe souterrain que les soldats ne peuvent pas voir, donnant ainsi aux demi-humains un moyen de s'échapper. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel mystérieux et réalise que quelqu'un le cherche, alors il part rapidement. De retour au dortoir, Celia remarque un grand groupe de corbeaux tournoyant à l'extérieur. Sachant que les corbeaux sont attirés par les vampires, elle pense que Léo pourrait être utile et commence à le chercher. Elle entre dans sa chambre et voit Shari en train de nettoyer, ce qui la rend confuse. Mais ensuite, Shari disparaît soudainement, laissant Celia se demander si elle avait juste imaginé les choses. Elle appelle Léo, lui disant qu'elle le cherche, mais il raccroche rapidement et elle décide de prendre une douche. Pendant ce temps, le seigneur démon retourne dans sa chambre et enlève son déguisement, se révélant être Léo. Il devient clair que Léo prévoit de reconstruire son armée de démons et pense que les demi-humains seront des alliés utiles. Il se dirige vers la chambre de Celia et la surprend accidentellement en train de se changer. Il se retourne rapidement et s'excuse, mais Regina entre et les voit, pensant être tombée sur une situation inappropriée. Plus tard, à la table à manger, Regina mentionne des rumeurs selon lesquelles leur dortoir serait hanté, disant que des gens ont rapporté avoir vu un chien noir et une fille fantôme. Celia pense qu'elle a peut-être vu le fantôme lorsqu'elle a vu une fille nettoyer la chambre de Léo, mais Léo rejette cela, sachant qu'elle a en fait vu Shari. Regina lui demande où il a été, et Léo lui dit qu'il s'est préparé pour le prochain match parce qu'il ne veut pas décevoir Celia.
Regina révèle ensuite que leur équipe va affronter le peloton de Fenris lors du prochain match. Et ça va être difficile. Celia est déterminée à gagner quoi qu'il arrive. Quand le match commence, Celia parvient à capturer un des drapeaux ennemis. Elfan détecte des attaquants approchant et informe Regina de leur position, permettant à Regina de les éliminer de loin grâce à ses compétences de tireuse d'élite. Sakuya se lance seule, créant une distraction pendant que Celia essaie de détruire d'autres drapeaux ennemis. Cependant, elle est prise en embuscade par les loups de givre, et l'un d'eux la mord, la faisant tomber. Fenris apparaît, révélant qu'elle avait vu clair dans leur plan. Elle fit en sorte que Sakuya poursuive ses loups, tandis que son équipe s'attaquait au drapeau de Celia. Fenris pense que son équipe a l'avantage et va gagner après qu'elle ait vaincu Celia. Alors elle se prépare pour un combat, disant à son coéquipier de s'occuper de Léo. Fenris charge Celia, parvenant à la repousser, puis invoque ses loups pour immobiliser Celia. Pendant ce temps, le coéquipier de Fenris essaie de tirer sur Léo, mais il bloque l'attaque et utilise sa magie des ombres pour l'emprisonner. Celia parvient à se libérer des loups et se jette sur Fenris, la maîtrisant. Léo voit la force de Celia et pense qu'elle pourrait être destinée à devenir sa guerrière de confiance. Finalement, leur équipe gagne le match. Pendant ce temps, une figure mystérieuse nommée Nefacus est vue en train de présenter des épées démoniaques à sa déesse, en disant que le moment de son réveil est proche. Soudain, un jardin d'assaut, une forteresse flottante massive, apparaît sur les écrans de la salle de contrôle. Celia le reconnaît immédiatement comme sa ville natale, le 3e jardin d'assaut qui a disparu dans le territoire du vide il y a 6 ans. Il se dirige droit vers eux et devrait arriver dans 7 jours. Ils reçoivent un signal de détresse du jardin, envoyé 2 fois, suggérant qu'il pourrait encore y avoir des survivants là-bas. Leur commandant leur ordonne d'enquêter et de stopper le jardin d'assaut, leur donnant 72 heures pour mener à bien la mission. Elphine se demande pourquoi leur équipe a été choisie pour cette mission et suppose que c'est peut-être parce que Celia vient du 3e jardin d'assaut et est la dernière membre survivante de la famille Crystalia. Leur supérieur est d'accord que c'est possible, mais mentionne que le bureau administratif a pris la décision, croyant que leur équipe est la meilleure pour la tâche. Celia accepte la mission et le lendemain, Léo note qu'il a vu le symbole de l'ordre sacré dans la ville, alors il veut découvrir qui se cache derrière. Il demande à Blackas de protéger son royaume pendant son absence et dit à Shari de l'accompagner. Ils volent vers la ville et en chemin, Regina laisse Léo reposer sa tête sur ses genoux et commence à lui nettoyer l'oreille. Léo se souvient d'un souvenir avec Roselia où elle lui a dit que son temps s'épuisait et qu'elle renaîtrait dans 1000 ans. Trouvez-la et ne cessez jamais de la chercher. Lorsqu'ils atteignent le 3e jardin d'assaut, un épais brouillard l'entoure, les obligeant à continuer à pied. Celia dit aux autres filles d'enquêter sur le signal de détresse, tandis qu'elle et Léo se concentrent sur l'arrêt du jardin d'assaut. Elphine envoie son drone pour suivre Celia, ce qui lui permet de garder un œil sur les choses à distance. Léo convoque Shari, lui demandant de protéger les filles, car il les considère désormais comme faisant partie de son royaume. Celia se souvient de la destruction de la ville pendant qu'elle se cachait dans l'abri. Soudain, son compteur s'emballe et ils sont frappés par une décharge d'énergie. Elle est clouée au sol et Léo voit une énorme créature du vide se diriger vers eux. Pendant ce temps, nous voyons une fille nommée Arl, qui réalise qu'elle a été envoyée 1000 ans dans le futur. Elle regarde autour d'elle la ville en ruine, pensant qu'il ne reste plus d'humains. Nous apprenons qu'elle a été envoyée ici pour empêcher une déesse de renaître. Nefakes apparaît, la reconnaissant comme la grande héroïne elfe et sait qu'elle est là pour détruire le vaisseau de la déesse avec son épée légendaire Cross Axe. Elle réalise qu'il est le gardien du vaisseau et essaie de l'attaquer, mais il disparaît soudainement, révélant que ce n'était qu'une illusion. Il l'avertit de partir et une créature géante du vide se dirige vers elle, menaçant de mettre fin à sa vie. Nous revenons à Celia, qui est en grave danger car une créature géante du vide s'apprête à l'attaquer. Juste avant qu'il ne frappe, Léo lance rapidement un sort qui la téléporte dans un tunnel souterrain, la mettant hors de danger. Le vide tire un puissant faisceau d'énergie, mais Léo le bloque avec un bouclier magique. Il essaie de riposter en lançant une énorme boule de feu, mais le vide est protégé par une sorte de barrière magique. Léo réalise que c'est un bouclier sacré comme celui qu'un ange utiliserait. Il pense que la créature du vide essaie d'imiter un ange, mais il sait qu'elle n'a aucune chance contre lui. Pendant ce temps, les filles voient des éclairs et des explosions au loin. Elphine mentionne que le flux de son drone s'est éteint, probablement détruit dans le chaos. Elle décide de se diriger vers le site de l'explosion pour trouver Celia. De retour au combat, la créature du vide commence à tirer des flèches, mais Léo les dévie facilement. Il lance ensuite un puissant sort de gravité, essayant d'écraser le vide par la force pure. Mais le vide résiste, repoussant sa magie.
Ne se décourageant pas, Léo intensifie son jeu avec un sort encore plus puissant, un sort de lumière de niveau 9 qui crée une énorme boule d'énergie pressant sur le vide. La créature lutte contre cela, mais ensuite Léo la frappe avec un sort de foudre, la touchant directement et détruisant instantanément le vide. Après avoir vaincu la créature, Léo se précipite vers Célia. Il lui dit qu'il s'est occupé du vide, mais il remarque rapidement qu'elle est en mauvais état et gravement blessée. Il lui dit de se reposer, sachant qu'il lui faudra un certain temps pour se rétablir complètement. Soudain, il remarque des figures fantomatiques apparaître autour d'eux. Célia remarque un blason familial sur l'un d'eux et le reconnaît comme appartenant au duc, réalisant qu'il s'agit des esprits de personnes qui étaient loyales à son père. Le chef des fantômes, nommé William, s'avance et explique que c'est lui qui a envoyé le signal de détresse. Il avertit Célia que le 7e jardin d'assaut a de gros ennuis car un nouveau seigneur du vide est apparu dans la ville et il absorbe l'énergie de la centrale électrique pour devenir encore plus puissant. Il pense qu'il est sur le point de se réveiller. Célia sait qu'elle doit avertir les autres, mais elle comprend aussi que personne ne la croira sans preuve solide. Léo lui rappelle qu'elle est trop blessée pour faire grand chose maintenant et qu'elle doit guérir. William propose de l'emmener au manoir où il pourrait trouver des preuves. Les figures fantomatiques utilisent leur magie pour conduire une voiture, mais elle avance lentement. Léo décide d'accélérer les choses en invoquant ses chevaux magiques, les attachant à la voiture et la faisant aller beaucoup plus vite. Pendant ce temps, les filles rencontrent une fille nommée Arl, pensant qu'elle est une survivante. Mais Arl est méfiante et pense qu'ils travaillent avec Nefakes, la mystérieuse figure derrière les vides. Elle sort son épée et tente de les attaquer, mais Sakuya intervient et la bloque et elles commencent à se battre. Sakuya gagne le combat, mais décide de ne pas achever Arlo, voyant qu'elle est trop blessée pour continuer à se battre. Célia reçoit un appel d'Elphine qui lui demande des nouvelles du vide qu'elle a combattu. Célia lui dit que le vide est déjà détruit, mais mentionne qu'il y a un seigneur du vide plus dangereux qui se cache dans la ville, jouant avec la centrale électrique, ce qui pourrait expliquer pourquoi le jardin Assaut est de nouveau actif. Elle suggère d'aller voir, mais Elphine dit qu'ils ont trouvé un survivant et qu'ils l'aident actuellement à se rétablir. Elle conseille à Célia de se rendre au manoir quand ils auront terminé. Léo donne à Célia un amulette spécial, expliquant qu'elle peut transformer le mana en force physique, mais il l'avertit que cela puisera son mana très rapidement. Il la place à l'intérieur d'elle, lui disant d'imaginer la porter quand elle veut l'activer. Célia demande pourquoi il lui donne cela, et il répond que c'est parce qu'il ne veut pas qu'elle soit blessée à nouveau, et qu'il veut qu'elle reste en sécurité. Il lui donne aussi quelques porte-bonheur, disant qu'il d'abord donne de la chance. Les filles aident Arl avec ses blessures, et elle explique qu'elle a été blessée en combattant une créature du vide. Elle demande ce qu'ils font là, et Elphine explique que la ville a été détruite il y a 6 ans, et qu'ils ont été envoyés pour enquêter sur la raison pour laquelle le jardin d'assaut est redevenu actif. Quand Elphine demande à Harel pourquoi elle est là, Harel dit qu'elle est en mission pour vaincre une déesse puissante. Alors qu'elle s'apprête à partir, son estomac gargouille bruyamment, et Sakuya lui offre de la nourriture, tandis qu'Elphine dit que c'est leur travail de la protéger. En même temps, Nefekes se prépare pour la résurrection de la déesse quand une créature de vide apparaît et rapporte que son ange a été tué. Nefekes est choqué, croyant qu'un humain l'a vaincu et voit cela comme une menace sérieuse. Il décide d'agir lui-même. Célia arrive au manoir et se dirige vers la bibliothèque, repensant à l'époque où son père y passait du temps. Les figures fantomatiques utilisent leur magie pour lui montrer à quoi ressemblait la bibliothèque avant sa destruction. Elle se souvient que son père lui racontait des histoires sur un seigneur démoniaque méchant qui a énervé les dieux, alors ils ont envoyé un héros pour le vaincre. Son père disait que le seigneur démoniaque a été battu, mais il n'était pas certain si c'était la véritable fin de l'histoire. Nefek l'interrompt soudainement et elle se demande s'il pourrait être un autre survivant de la ville. Il s'offense de la question et l'attaque avec de la magie, la mettant KO d'un coup. Nous voyons un flashback de la jeune Célia avec son père qui lui dit qu'elle doit évacuer vers l'abri pour sa sécurité. Elle le supplie de venir avec elle, mais il insiste sur le fait qu'il doit rester et se battre, lui rappelant que leur famille a le devoir de protéger la ville. Il lui dit de partir parce qu'elle n'a pas encore éveillé son épée sacrée. Il lui rappelle également l'histoire du seigneur démon, disant qu'il reviendra sauver l'humanité pendant leur heure la plus sombre pour combattre les Void. De retour au présent, Nefekes pense qu'il a peut-être exagéré en utilisant un puissant sort pour assommer Célia. Mais alors que la poussière se dissipe, il voit des guerriers squelettes apparaître et se demande qui les a invoqués. Les squelettes déclarent qu'ils sont là pour protéger Célia, et Nefekes suppose qu'elle doit être leur maîtresse. Il se prépare à les détruire avec un autre sort puissant, mais juste à ce moment-là, Léo arrive et le frappe avec un sort de feu, le repoussant. Célia se réveille et demande à propos des squelettes. Léo explique qu'ils ont été convoqués en utilisant les porte-clés magiques qu'il lui avait donnés plus tôt. Nefek se remet sur pied, réalisant que Léo n'est pas un humain ordinaire et lance une explosion de feu. Léo réplique avec un sort de glace et ils s'affrontent, mais Léo parvient à dominer Nefekes. Surpris par la force de Léo, Nefekes essaie de comprendre qui il est vraiment. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le sol commence à trembler violemment. Nefekes rit en disant que la déesse se réveille. Voyant que son travail est terminé, Nefekes s'échappe
par un portail magique, narguant Léo en disant que la fin du monde est proche. Léo reconnaît Néphekès de son passé et se souvient qu'il servait un seigneur sombre des enfers. Léo se demande ce que fait Néphekès ici maintenant et commence à soupçonner que la déesse pourrait être Roselia. Soudain, une marque sacrée apparaît dans les airs et la déesse émerge. William, l'une des figures fantomatiques, fait remarquer qu'elle est la seigneur du vide qu'il a mentionné plus tôt. Des anges commencent à apparaître autour d'elle et Léo voit le visage de la déesse, réalisant qu'elle a été créée à partir des restes du héros légendaire Resurrectia. Regina, regardant de loin, informe rapidement le reste de l'équipe de l'apparition de la déesse. Alphine active les systèmes du vaisseau et envoie un signal de détresse pour appeler des renforts. Les anges commencent à attaquer l'équipe et Elphine dit qu'il n'y a pas moyen de fuir. Ils doivent vaincre la déesse pour survivre. Elle décide d'utiliser son drone pour trouver un véhicule afin qu'ils puissent se rapprocher pour une attaque directe. L'équipe combat les anges, détruisant leur corps, mais les anges se régénèrent presque instantanément. Elphine les scanne et découvre que leur point faible est leur tête. Elle partage cette information avec les autres et ils visent tous les têtes des anges, parvenant enfin à les vaincre. Léo se souvient que Resurrectia avait le pouvoir de redonner vie aux choses, ce qui explique pourquoi les anges peuvent guérir si rapidement. L'équipe se prépare pour le prochain défi, sachant que le combat est loin d'être terminé. Alors que la bataille continue, Léo remarque que la déesse se rapproche. Elphine parvient à trouver des véhicules à proximité et crie à tout le monde de la couvrir pendant qu'elle les prépare. Léo utilise un énorme sort de feu pour repousser un groupe d'anges du ciel. Il sait qu'il pourrait avoir une chance de battre la déesse, mais il y a trop d'anges autour d'elle. Il décide qu'il doit aller directement vers la déesse s'ils veulent gagner ce combat. Léo utilise l'un de ses sorts les plus puissants, un sort de niveau 10 qui crée une énorme boule de lumière. La lumière engloutit la déesse, brûlant son corps complètement, mais elle se régénère immédiatement. Elle commence à lancer un sort, et Léo dresse rapidement une barrière magique pour se protéger. La déesse déclenche une pluie de feu, couvrant toute la zone de flammes. Arl, observant de loin, reconnaît que le sort est Némésis, un sort de niveau 11 super puissant qui peut causer d'énormes destructions. Léo le bloque, mais il voit un groupe d'anges venir vers lui. Il crie à Célia de le protéger pendant qu'il essaie d'abattre la déesse. Célia utilise sa magie de sang pour former des ailes et s'envole, tranchant à travers les anges. Les guerriers squelettes que Léo a invoqués plus tôt sautent aussi pour l'aider à dégager un chemin. Léo charge directement vers la déesse, prêt à la frapper avec son épée démoniaque d'Anslave. Juste au moment où il s'apprête à porter le coup final, il entend une voix familière. C'est la voix de Roselia venant de l'épée. Pendant un instant, il pense que Roselia pourrait être à l'intérieur de la déesse, et il hésite, mais ensuite, il se force à attaquer. La déesse parvient à bloquer son coup et tire une volée de flèches vers lui, touchant Léo et le renversant au sol. La déesse commence à se préparer à utiliser à nouveau le sort Némésis. Célia, utilisant le cadeau magique que Léo lui a donné, lance une attaque puissante qui renverse la déesse. Elle se précipite pour vérifier Léo, qui lui dit de partir et de se sauver, mais au lieu de fuir, elle lui donne un peu de son sang. Cela ravive des souvenirs que Roselia avait cachés dans l'esprit de Léo. Il se souvient que Roselia lui avait dit que si elle devenait un monstre, il devait utiliser son épée démoniaque pour la tuer. Léo avait dit qu'il ne pouvait pas le faire, mais Roselia avait insisté pour que Dainsleif le guide. En y réfléchit Roselia, parce que l'épée ne l'aurait pas laissé l'attaquer si c'était elle. La déesse doit être une imposture. Léo se relève, se sentant un peu plus fort maintenant. Célia déchire un morceau de ses blessures. Il lui dit qu'il va en finir avec la déesse et lui ordonne d'aider à distance. Il sait qu'il lui reste encore assez de magie pour un dernier grand mouvement. William, l'un des esprits fantômes, lui dit d'utiliser les fantômes comme source d'énergie supplémentaire. Il explique que les âmes des gens sont encore coincées ici, parce que la magie de la déesse les piège. Les âmes veulent aider à se venger, alors Léo accepte d'utiliser leur pouvoir. Il commence à réciter un sortilège, créant une énorme boule d'énergie qui commence à absorber la puissance des esprits. William veut aider dans le combat, mais Léo a une autre idée pour lui. Il invoque plus de squelettes et laisse William et les autres fantômes prendre possession de leur corps, les transformant en une petite armée pour le protéger, pendant qu'il se prépare à lancer son grand sort pour les squelettes et les mène au combat contre les anges. Pendant ce temps, Elphine met les véhicules en marche et les filles se préparent à partir. Mais Arl dit qu'elle veut rester et combattre la déesse. Regina lui rappelle qu'elle est encore blessée, mais Arle montre qu'elle est toujours forte en abattant un ange d'un seul coup. Elle explique que son épée, Crossax, a été fabriquée pour vaincre les seigneurs démons. Sakuya voit à quel point Harley est sérieuse et convainc Elphine de la laisser rejoindre le combat. De retour à la bataille, tout le monde se bat durement pour protéger Léo pendant qu'il rassemble de l'énergie pour son sort. Mais il réalise que cela prend plus de temps versant. Les squelettes l'aident à se relever, lui disant de ne pas baisser si au-dessus de Léo devient plus grande alors qu'il continue d'absorber la puissance des âmes. La déesse commence à lancer à nouveau le sort de Némésis et Léo sait qu'il a besoin de plus de terre, une autre vague de feu brûlant tout autour d'eux.
filles s'enfuient sur leur véhicule, mais elles voient plus d'anges les poursuivre. Regina utilise son arme pour les abattre alors qu'ils tentent de s'échapper. Ils aperçoivent la déesse au loin et Arle se prépare pour une attaque finale. Lorsqu'ils atteignent un tronçon de route détruit, ils utilisent les propulseurs de leur véhicule pour sauter par-dessus le fossé. Un énorme ange apparaît et se prépare à les frapper avec une attaque d'énergie. Mais soudainement, il est tiré en arrière et écrasé contre un bâtiment, détruit instantanément. C'était Chérie qui est intervenue pour les protéger. Elle espérait un combat difficile, mais elle est déçue de la facilité avec laquelle l'ange a été vaincu. Soulève un énorme morceau d'un bâtiment et le lance sur elle. Mais Célia saute et le coupe en deux avec sa magie du sang. Léo érige une barrière puissante pour bloquer son attaque. À ce moment-là, les filles arrivent. Arle se prépare avec Crozax, son épée spéciale. Regina et Sakuya donnent tout ce qu'elles ont, mais leurs attaques ne semblent pas fonctionner. Puis Arle utilise son coup le plus puissant, ils s'écrasent au sol ensuite et s'évanouissent. Voyant son opportunité, Léo entend la déesse utiliser à nouveau la voix de Roselia pour essayer la déesse. Avec la déesse partie, William et les esprits fantômes sont enfin en paix. Ils remercient Célia de leur avoir permis d'aider une dernière fois avant de disparaître. Célia entend ses amis l'appeler et se dépêche de rejoindre Regina et Sakuya qui lui parlent de la bravoure d'Harley dans le combat. Les renforts arrivent bientôt, et Fenris et Soulalis Karl étaient celle qui a brisé la barrière de la déesse, mais il est perplexe quant à la raison pour laquelle une héroïne comme elle est ici. Il demande à Célia quel livre elle lit, et elle dit que c'est une histoire sur un seigneur démon. Elle lui lit un peu, et Léo remarque que ça le décrit, mais beaucoup de détails sont faux. Il pense que c'est juste une histoire inventée. De retour au dortoir, Léo parle avec Blackas et Shari de Nefakes. Se passe, Léo pense à Roselia et à son plan pour le nouveau devant lui. Mais ensuite, de nulle part, une fille trébuche et renverse son popcorn sur Léo, le sortant de ses pensées. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!